Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouveau numéro, le deuxième, de mes conseils de lecture. J'ai commencé le mois dernier par un premier conseil de lecture qui concernait les pirates juifs des Caraïbes. Aujourd'hui, je reviens sur... ça pourrait être la continuité de ce livre, mais il est plus complémentaire. C'est pas proprement une continuité, mais ça a toujours un lien. J'avais déjà abordé ce sujet d'ailleurs dans mon premier conseil de lecture qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs, il y a un peu plus d'1 an et demi, où je faisais le lien entre les Pirates des Caraïbes, ce livre-là que vous voyez à l'écran, et puis deux autres ouvrages qui étaient en rapport directement ou indirectement avec l'Amérique du Sud, la découverte des Amériques, etc., et les pirates, donc de différentes origines, pas que juifs d'ailleurs, mais différentes origines, et tout ça était lié. Donc là, je reviens sur ce deuxième numéro avec notre cher ami Christophe Colomb, pardon, c'est Colombo, vous pouvez le voir. Donc livre de l'auteur Salvatore de Madriaga, je crois qu'il est argentin ou chilien, je ne veux pas dire de bêtises. Bref, ça doit être, en tout cas il est sud-américain, et il a fait cet ouvrage, il date des années 50, 60 je crois, un truc comme ça. Alors on va regarder, je ne vois pas la date ici. Oula, 1952, je ne me rappelais plus qu'il était aussi ancien. Donc il est passionnant. Il est passionnant parce que c'est une enquête complète sur le personnage. C'est une enquête menée style d'une enquête policière, mais c'est vraiment très documenté, avec des dates, avec des lieux, avec des documents écrits, retrouvés, des actes notariés, des lettres, des ouvrages que Christophe Colomb ou d'autres gens ont notés, ont écrits. Donc on va faire une recherche intégrale de ses origines, de ses motivations, de ses projets et de comment il a découvert cette Amérique, et avec quelle carte, et avec quels moyens, qui il a dû convaincre pour mener son projet à bien, quelle était l'origine de son projet, où trouvait son essence, où ce projet trouvait son essence, sa motivation, sa raison d'être. Et ce personnage-là est une construction en réalité. C'est bien une personne physique qui a bien existé, mais c'était une construction. C'est devenu une légende. Et donc tout ce qui est repris depuis toujours d'ailleurs autour de ce personnage est légendaire et fantasmé, c'est édulcoré, c'est orienté. On a bâti un mythe. Et ce livre, pour moi, entre autres, il y en a d'autres sûrement, en tout cas j'en ai lu quelques-uns, mais celui-ci je le trouve très, pour moi c'est le plus essentiel. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc je ne l'ai pas acheté cher, je ne me rappelle plus combien, mais je ne l'ai pas acheté cher. Il n'y a pas les prix, mais ça doit coûter une dizaine d'euros, hein, c'est pas excessif. Et franchement, c'est un livre de poche, toujours. J'aime bien les livres de poche parce que vous pouvez les emporter partout. Mais il existe forcément en format classique en livre. Les livres de poche, c'est toujours moins onéreux et c'est plus facile à ranger, à transporter. Il fait 500 et quelques pages, 530 pages à peu près. Bon, 530 pages, il y a les notes de bas de page, enfin les tables des matières, on s'en fout un petit peu. Donc je vous lis la 4e de couverture. Qui était réellement Christophe Colomb? Si elle fut éclatante, son existence n'en demeure pas moins auréolée de mystère. Était-il un navigateur de génie ou un imposteur, voleur de cartes et de secrets? Comment lui vint la grande idée de cette route occidentale des Indes qui allait en 1492 le conduire aux portes du Nouveau Monde? S'il était vraiment génois, pourquoi parlait-il avec un accent portugais? Autant de points qui, après 400 ans, demeurent matière à doute et à discussion. Autant d'énigmes que Salvatore de Madriaga s'efforce d'élucider dans cette magistrale biographie qui retrace l'itinéraire de cet aventurier mystique, personnage fascinant dont la seule volonté changea le cours de l'histoire, détourna une nation puissante de son chemin naturel et doubla les dimensions du monde physique de l'homme. Un livre de référence, un portrait psychologique étonnant de Christophe Colomb. Donc Christophe Colomb, c'est ses dates de naissance supposées, 1450, 1506, sa date de décès, donc il serait mort à 56 ans. Donc l'intérêt de cet ouvrage aussi, c'est que vous allez avoir compilé énormément d'informations dans un seul texte. Donc ça a l'avantage c'est un petit avantage, vous aurez une compilation d'infos au même endroit, et ça va vous réduire votre temps de recherche. Et le livre se lit vraiment comme un roman, une enquête. Avant toute chose, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est le personnage. Et là, on a un gros mystère. On ne sait pas exactement qui il est. Il y a un flou artistique qui a toujours été maintenu autour de ses origines, et c'est pas pour rien. Le mystère de son origine, la hauteur de ses vues, la ténacité de son âme, nous y voyons déjà Christopherens, la croix, et Colomb, la bannière. L'homme qui savait qu'il avait été élu pour élargir les limites de la civilisation sous ses deux aspects, spirituel et matériel. Ces quelques phrases-là, pour moi, elles résument parfaitement le personnage. Ça résume toute l'histoire de Christophe Colomb. Il est spirituel et matériel. Il avait un projet spirituel qui a fait ensuite, qui a pris réalité dans le monde matériel. Et cette spiritualité, elle est encore actuelle aujourd'hui. Cette spiritualité, c'est ce vers quoi sa spiritualité se tournait, elle dirige le monde actuellement. Je ne veux pas être plus clair que ça, plus précis que ça, parce que ça peut tout dire et rien dire, hein, ce que je dis. Mais il y a quelque chose de... C'est parce qu'à partir de cette découverte et de cette conquête des Amériques, de son exploitation, etc., l'humanité a changé. Vous l'avez vu, les forces
ont basculé. L'Occident, le Moyen-Orient et ces régions ancestralement puissantes qui avaient des civilisations majestueuses et puissantes, elles se sont fait décliner, elles ont perdu en force et en influence par rapport ensuite à l'émergence du continent américain et de la superpuissance qui est devenue les États-Unis d'Amérique à l'époque moderne actuelle. Alors on a toujours des différents pôles, mais l'Amérique a dicté son monde et a imposé sa dictature mondiale. Et c'est grâce à cette pseudo-découverte de Christophe Colomb des Amériques et d'une idéologie qui est véhiculée par les États-Unis, qui ensuite l'a extrapolée à différents endroits et qui dirige actuellement le monde, que nous sommes maintenant donc sous cette dictature entre guillemets. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est grâce à c'est la même spiritualité qui a motivé Christophe Colomb, qui lui a indiqué où aller pour aller découvrir ce continent entre guillemets vide, mais en fait en réalité juste épargné de la population de masse et son exploitation. Il a été préservé jusqu'à l'époque donc de sa découverte et de Christophe Colomb. Découverte entre guillemets évidemment. Donc il n'y a rien de fruit du hasard. Et vous allez voir dans cet ouvrage que Christophe Colomb n'est pas allé aux États-Unis en Amérique par hasard. Il avait des informations, ses cartes n'étaient pas le fruit du hasard et tout était issu d'un projet bien établi. Il n'y avait pas de freestyle dans ses motivations. Il savait où il allait. Il savait ce qu'il allait découvrir. C'était juste la seule inquiétude qu'il avait, c'est est-ce qu'il allait y arriver? Est-ce qu'il allait pas mourir en chemin? Ça, c'était la seule incertitude. C'était ça le flou. Et il fallait qu'il se fasse financer, évidemment. Mais il savait très bien où il allait et il s'était surtout pas dans les Indes. Le flou artistique sur ses origines, il est toujours bien entretenu et on découvre par exemple, s'il était vraiment génois, à ce que d'autres disaient, pourquoi en faisait-il mystère? Et pourquoi ne se servait-il jamais de la langue italienne, ni pour parler, ni pour écrire, même à des Italiens? Et pourquoi parlait-il toujours en castillan avec un accent portugais? Alors voilà une question qu'elle est bonne. Donc ça c'est des mystères, vous n'entendrez jamais parler de ça en fait. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez jamais en entendre parler. C'était un Génois qui a trouvé financement auprès de la couronne d'Espagne pour aller en Amérique, voilà. Et c'est tout. C'était juste une course entre les Génois et les Castillans, enfin l'Espagne, pour aller découvrir un continent, et c'était juste ça. Une petite course purement humaine. Quel foutage de gueule. Le personnage est rien de plus flou que ce mec-là, mais bon, la légende est passée. Hein. Et on poursuit, et comble de l'étonnement, comment se faisait-il que le roi et la reine consentissent à écouter des demandes aussi extravagantes? Alors on explique ce qu'il voulait faire, pas d'argent, il n'était pas sûr d'y arriver, c'est comme ça qu'il a vendu son projet. Hein. C'était un mec inexpérimenté, mais qu'il allait se débrouiller pour trouver. Il fallait juste lui financer l'argent, lui donner l'argent pour qu'il finance fallait croire sur parole, c'était ça ses garanties. Hein. Donc c'était un mec comme ça, il vient vous voir, vous le dégagez en 2 minutes. Parce qu'il fallait beaucoup d'argent, qu'il allait partir peut-être 2 ans, 3 ans, il savait pas ce qu'il allait se passer en fait. Il fallait qu'il s'installe là-bas et il avait tout un projet, mais totalement farfelu, basé sur rien de tangible, aucune certitude, et il fallait le croire sur parole. Et bizarrement, Ferdinand d'Espagne et Isabelle la catholique, donc le roi et la reine d'Espagne, ils ont dit oui. Ils l'ont écouté. Ils pouvaient rentrer auprès de la reine, du roi et de la reine comme dans un moulin. Il avait ses passe-droits, il pouvait, alors que c'était très compliqué. Vous imaginez bien que le roi et la reine, c'est compliqué d'accéder d'avoir accès à leur personne, pour pouvoir leur dire ce qu'on veut. Et d'autant plus que ils vous écoutent, ils vous financent pour un projet pour lequel il n'avait aucun intérêt. L'Espagne finissait sa reconquista à l'époque où il allait les voir. Ils venaient de chasser les morts, entre guillemets. Ils venaient de récupérer l'Alhambra, donc c'était la fin de la reconquista. Et ils avaient encore quand même plein de problèmes internes à gérer et qui leur coûtaient des sous, etc. Il y avait une population à chasser, à convertir, etc. Et il y avait un pays à relancer, enfin voilà, un royaume à relancer. Et des querelles intestines, etc. Et le mec, il arrive, il leur dit, bon, moi j'ai un projet, c'est aller découvrir un autre pays, un autre chemin. C'est comme ça qu'il leur a vendu l'idée. Hein. C'est qu'il leur a dit, il y a un autre chemin pour aller aux Indes. Alors que c'est totalement fou. Vous dites, mais on va gagner du temps pour aller en Inde. On y va déjà aux Indes. Pourquoi tu nous enquiquines? Et il leur a vendu leur projet de balle. Donc la logique, pour un truc aussi absurde qui n'a aucun sens et qui n'a aucun intérêt de prime abord comme ça pour la couronne d'Espagne, c'est de se dire que les rois et la reine avaient leurs démons qui les ont incités à le faire. C'est-à-dire à écouter ce type-là qui était clairement, donc Christophe Colomb, il était versé dans un monde occulte, clairement. Et le suite de l'ouvrage nous le fait comprendre. Alors il s'étale pas là-dessus, mais on le comprend, il parle de choses, il y a des écrits qu'il a fait, etc. Il en parle vraiment, il ne le cache pas, hein, mais il s'étale pas dessus. Mais il était versé dans un occultisme assez kabbaliste. Il était vraiment kabbaliste, Christophe Colomb. C'était pas un mec qui était là comme ça, il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc voilà, il a réussi à manipuler des gens, à ouvrir les portes auprès des gens qui avaient le pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'ils savaient comment les manipuler, les influencer. Et ça, si vous ne l'expliquez pas par quelque chose de rationnel, vous l'expliquez par l'occulte. Donc il arrivait à faire accepter des choses irrationnelles à des gens qui avaient le pouvoir
comment l'expliquer de manière normale? Parce que n'importe qui l'aurait écartelé, Christophe Colomb. Il dit, mais t'es un fou, toi, qu'est-ce que tu veux? Enfin, en tout cas, on l'aurait mis aux arrêts. Non, là, ils l'ont écouté, ils l'ont financé. Et il a fait 4 expéditions. Après, il a eu de plus en plus de mal. Mais il y est arrivé quand même à chaque fois. Bon, il galérait, hein, il a mis 20 ans à peu près pour les faire les 4. Après, il a fini incarcéré. Bon, je vous en dis pas plus. Vous savez, si vous connaissez sa vie, vous le savez. Mais voilà, c'est un personnage où il avait des connexions avec d'autres dimensions. Voilà. Tous ceux qui sont versés dans l'occultisme, ils sont connectés avec d'autres dimensions supranaturelles qui peuvent influencer les humains. Et ça, les gens ont tendance à vouloir l'ignorer, mais l'histoire humaine est faite que de ça, en fait. Que de ça. Et il y a aussi le personnage, par exemple, qui avait ses accès auprès des dirigeants du pays, c'est l'incroyable Raspoutine, Grigory Raspoutine, le thaumaturge, celui qui faisait des miracles, auprès de l'impératrice et de l'empereur Nicolas II, le tsar de Russie. Lui, il arrivait, il avait des dons, c'était un occultiste de haut niveau, hein. C'était un dépravé comme jamais. Il y a un ouvrage qui fait 600 pages, je pourrais en faire un conseil de lecture si ça vous intéresse là-dessus. Bah bon, enfin, je sais pas quand est-ce que je trouverai le temps, parce qu'il faut que je le reprenne, parce que j'ai lu il y a un moment. J'en ai lu plusieurs, mais il y en a un autre, il y en a un en particulier qui est relativement complet. C'est le plus complet qui existe sur Raspoutine, qui fait 600 pages quand même. Et donc, je pourrais éventuellement faire, si ça intéresse les gens, à l'occasion, je dis pas quand, parce que je n'ai pas envie de m'engager et pas tenir ma parole, mais je pourrais en faire un sur notre cher Raspoutine, qui vaut son pesant de cacahuètes historique et de manipulation, et qui a fait beaucoup de choses. Par contre, là, c'était du côté de la Russie. Mais bon, ça pourrait être une piste. Donc c'était un personnage un peu pareil, il avait ses ouvertures, ses droits d'entrée auprès des dirigeants du pays, des puissants du pays, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Si ce n'est qu'il y avait un trousseau de clés du monde occulte qui permet d'ouvrir l'accès auprès de ces gens de pouvoir, ce qui est très étonnant. Donc on poursuit, je poursuis. En 1479, un acte devant notaire enregistré à Gênes constate que Cristoforo Colombo a été envoyé à Madère, c'est au Portugal, les îles portugaises, acheter du sucre par Paolo Di Negro. L'acte le dit présent et il déclare sous serment que l'année précédente, 1478, Di Negro et lui étaient ensemble à Lisbonne. Il affirme qu'il doit quitter Gênes le lendemain pour se rendre à Lisbonne et qu'il a environ 27 ans. Donc là, on a une image, c'est un acte de notaire, donc c'est un acte officiel. Donc on peut difficilement le falsifier, encore que c'est possible. Hein. Mais l'acte nous dit précisément, à une date précise où il se trouvait, et on suppose qu'il avait, donc à cette époque-là, environ 27 ans. Donc si on prend son âge 27 ans, qu'on les soustrait à 79, on arrive à 1452, ça doit être quelque chose comme ça, si je sais encore compter. Donc à peu près, hein. C'est son âge à peu près, sa date de naissance à peu près. Donc géographiquement parlant, il a été enregistré à Gênes. Donc à cette époque-là, il était à Gênes. Donc on continue. Alors tout ce que je n'ai pas noté, parce qu'il y a tout un tas d'infos, on fait vraiment un jeu de pistes, on cherche, et tous les documents qui permettent de le localiser précisément, et ils sont repris ici. Donc on a là un point très tangible, très physique, très logique et acté. Voilà, on sait qu'il était à cette époque-là à Gênes et qu'il allait acheter du sucre à Madère. Madère, donc colonie portugaise, enfin île portugaise, où on cultivait, c'était surtout aussi un marché. On cultivait et on vendait de la canne à sucre qui était produite en masse sur les îles portugaises au large de l'Afrique noire, donc Sao Tomé. J'en avais parlé dans le premier conseil de lecture. Donc, le travail était exécuté par des esclaves africains, et tout cela sous les bons auspices des propriétaires qui étaient des maranes portugais, évidemment. Donc les maranes juifs, c'est des juifs faussement convertis au christianisme, mais qui pratiquent encore le judaïsme en secret. Et donc voilà, on est toujours dans le même délire. Hein. Donc il n'est pas allé, s'il allait négocier, il était envoyé acheter du sucre par Paolo Di Negro. Déjà son nom, Di Negro, est-ce que c'est un rapport avec l'esclavage? Je ne sais pas, j'en sais rien, peut-être que je dis une bêtise. Mais vous voyez que les personnages, probablement encore un marane, hein, même si lui devait être italien, vu son prénom et son patronyme, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des maranes de partout. Hein. Et donc Christophe Colomb, vous allez voir que de Gênes à l'Italie, à l'Espagne, il n'y a qu'un pas. Et Christophe Colomb, ses origines, elles sont plus que douteuses. Et ce livre nous l'élève, clairement. Donc là, on l'a localisé clairement. Suivons-le encore dans ses pérégrinations et trouvons ses origines réelles. Alors un passage que j'ai pas stabiloté, mais je vais le reprendre ici. Je l'ai stabiloté en partie. Mais il est très intéressant, et donc je vous le relis. En 1499, Sarinega, contemporain de Gallo, et pendant quelque temps son collègue comme ambassadeur de Gênes à Milan, alors sous Louis XII. Écrivait aussi un texte sur Colombo, mais son récit, calqué sur celui de Gallo, n'apporte rien de nouveau, si ce n'est qu'il parle plus nettement de Cristoforo Colombo génois. Giustiniani, j'ai du mal, n'est pas plus original. Ce savant évêque publia en 1516 un psautier polyglotte en latin, grec, hébreu, arabe et chaldéen. Dans ce livre rare, en guise de commentaire à un vers du psaume 19, et In fines mundi verbae orum,
Giustiniani donne un résumé du récit de Gallo. Lui aussi déclarait explicitement que Cristoforo Colombo était génois, patria genuanesis, et aussi qu'il était d'origine plébéienne, vilibus hortus parentibus. Bon, excusez-moi pour mon accent et ma prononciation à deux balles. Ces autorités, qu'il faut respecter d'autant plus que, sauf Giustiniani, elles sont restées inédites et inconnues jusqu'au XVIIIe siècle, prouvent donc non seulement que vers 450-1490, il y avait à Gênes une famille de Colombo, dont les prénoms coïncident avec ceux du découvreur de l'Amérique, de ses deux frères et de son père, mais que c'était une famille de tisserands, cardeurs et tailleurs, et que de deux jeunes garçons de cette famille avaient pris la mer dès la puberté, s'étaient établis à Lisbonne et avaient découvert l'Amérique, en sorte que leurs paroles sont allées jusqu'aux confins du monde. C'est très intéressant tout ça. Très intéressant. Colombo contre Colonne. La première difficulté vient que Colomb, qui a écrit si abondamment sur lui-même, n'a rien laissé de sa main où il soit dit qu'il est originaire de Gênes. Vous voyez, c'est intéressant, il a écrit énormément de choses, et il s'est bien gardé d'expliquer qu'il était originaire de Gênes, ou de n'importe quelle autre ville d'ailleurs. Il n'a rien dit, il a laissé le mystère. Un mystère savamment orchestré, donc on s'étonne quand même que tout ça soit passé à l'as, mais bon, c'est pas grave. Autre passage, je crois que j'ai celui-ci, j'ai dû pas tout le lire, donc je vais reprendre là. Quant à Don Fernando Colón, son ingéniosité, ça c'est le fils de Christophe Colomb qui parle. Don Fernando Colón. Il donne des choses assez incroyables. Son ingéniosité à couvrir les nuages de doute de pâle lueur qu'il consent à laisser filtrer sur le lieu de naissance de son père dépasse tout ce que ses contemporains ont su faire en la matière. Mais il trahit le souci, nous dirons aujourd'hui de snobisme, qui du moins en partie explique le mystère en écrivant « Il y a des gens qui d'une certaine façon veulent obscurcir sa renommée, et c'est ainsi qu'ils disent qu'il était de Nervi, d'autres de Cuggiero, d'autres de Buschiaco, petit village côtier près de Gênes, d'autres désireux de le hausser davantage, disent qu'il était de Savone et d'autres génois, et d'autres, qui ont encore moins peur de l'inexactitude, le veulent né à Plaisance, où il y a des personnes fort honorables de sa famille et des tombeaux aux armes et avec des épitaphes de Colombo. Quel texte étrange sous la plume du fils même de l'homme dont on discute la ville natale. Fernandinand Colomb couronne cette curieuse réserve d'un commentaire des plus significatifs sur ce qu'il appelle les erreurs de Giustiniani, qui, dit-il, ne l'étonne pas dans cette affaire qui est obscure. Et comme si cela ne suffisait pas, il déclare tout net que ses recherches personnelles sur place ne lui ont permis de trouver trace de la famille de son père ni à Gênes ni dans la région. Et j'ai ajouté pour moi, fils qui ignore où est né son père. Vous en connaissez beaucoup des gens, des enfants, qui ne savent pas où est né leur père ou leur mère, qui ne savent pas du tout. Moi j'en connais pas. Peut-être qu'à l'époque, les gens, ils expliquaient pas d'où ils venaient, je ne sais pas. Mais même là, je suis étonné. Je suis vraiment surpris. Donc son propre fils, déjà Colomb, il n'en parle pas lui-même, il parle jamais de son lieu de naissance. Et son fils, il sait pas. Il écrit, par tartine, il raconte des choses qui n'ont aucun sens, mais voilà. Donc, alors on avance, parce que je vais pas faire une vidéo de 300 ans non plus. La date de naissance du découvreur de l'Amérique, après avoir ainsi oscillé entre 16 choix différents, entre 1430 et 1456, vient se fixer dans la période de 26 août 31 octobre 1451, c'est-à-dire à une date exactement intermédiaire entre la date de naissance d'Isabelle, 22 avril 451, et celle de Ferdinand, 2 mars 452. Ceux qui, comme Colomb lui-même, sont sensibles à la possibilité d'influence stellaire sur la vie humaine trouveront peut-être que de quoi nourrir leur méditation dans ce fait singulier. De là à dire que les étoiles étaient alignées, qu'il fallait donc cet alignement pour qu'il puisse être entendu par ces deux personnages, et né de manière bien proportionnée par rapport à sa propre date de naissance, moi je franchis pas le pas, mais tout est possible. Tout est possible. Les astres, l'astronomie et l'astrologie peuvent jouer des tours. Enfin, surtout l'astrologie. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, vous avez quelque chose d'intéressant, donc on le fixe à peu près à sa date de naissance en octobre, voilà. Enfin, 31 août, 31 octobre. 26 août, 31 octobre, on va dire fin d'année de 1451. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que vous dire la fidélité du personnage. Ça va vous donner vraiment le gars, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il veut, il a des projets farfelus, motivés par des raisons spirituelles, qui ne concernent pas les gens qu'il va solliciter, et pourtant il va réussir à être entendu. Et en plus de ça, il est totalement pas fiable du tout, c'est un personnage changeant en fonction de ses intérêts. Et pour preuve, finalement, cette fenêtre que Colomb nous ouvre ainsi brusquement sur son passé marin nous le montre dans un rôle de chef de guerre de mer et de corsaire, puisqu'il est clair que c'est comme corsaire au service de René d'Anjou, en français, qu'il naviguait alors. Or, ce détail vient aussi s'insérer à sa place dans l'histoire du découvreur de l'Amérique, car lorsque nous le retrouvons ensuite, c'est aux côtés d'un corsaire amiral français qui, du moins en Espagne, portait le même nom que lui et en lutte contre Gênes. Si c'est pas formidable, ça, Colomb pirate à ses débuts.
Non, c'est pas intéressant? Je sais pas, ça choque personne, hein. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, que c'est un pirate, qu'il a trahi sa nation de cœur, soi-disant. On n'est plus à une incohérence près, à un oubli près, à une occultation près. Donc le mec, il fait, voilà, son pays, son d'origine, il va le battre, il va le shooter, il va le rançonner. Voilà, c'est intéressant. Et on poursuit sur la traîtrise du personnage et de sa versatilité. Et je comprends pas comment les gens, enfin si je comprends, mais comment il a pu endormir les gens. Le persifleur qu'il devait être, avec son côté obscur qui l'aidait à endormir les gens. Je vois pas d'autre explication que ça, parce que vu le personnage, il est pas fiable. C'est une girouette idéologique. Il était prêt à vous poignarder à la moindre occasion. Et différentes informations nous le prouvent, en particulier celle-ci. C'est que Cristoforo Colombo, corsaire génois, se battit contre les Génois au Cap Saint-Vincent en 1476. Quant à son amour, ou son manque d'amour pour Gênes, eh ben, consentir comme on pourra. Cette conclusion est bien entendu de la plus haute importance, car sur la foi de documents irrécusables, qui du reste concordent à la perfection avec le renseignement fourni par le découvreur lui-même, nous trouvons que Christophe Colomb, quoique génois, n'était pas un génois patriote. Il importe de considérer ce point comme parfaitement établi. Nul papier ou parchemin ne saurait être invoqué là contre. Il n'existe aucune déclaration irréfutable de sa part affirmant sa loyauté ou son amour envers Gênes. Il n'a jamais dit qu'il aimait cette région, ce pays, cette ville. Il n'a jamais fait une déclaration en rien du tout. Par contre, il l'a combattu. Il l'a volé, il a fait de la rapine contre sa terre de naissance, en fait. Terre de naissance qui a accueilli ses parents. Voilà. Après, on va le savoir plus loin. Bon, je n'irai pas jusqu'au bout de tout ça, parce que je vous dis, je n'ai pas fait une vidéo de 300 ans, c'est un conseil de lecture, pas une lecture, en fait. Hein. Après, ça peut être gavant que je lise comme ça, mais bon. Voilà, vous voyez un peu le personnage et déjà comment il était. Alors là, j'ai un passage un peu intéressant qui se lit en 2 pages, je vais essayer de le lire un peu rapidement pour pas que ça se fasse trop long. Du reste, cet homme qui a découvert un continent dans son imagination et qui est sûr, comme s'il l'avait déjà enfermé chez lui sous clé, cet homme né dans un des centres marins les plus importants de l'époque ne songe pas un instant à offrir sa découverte à sa patrie et à cette banque de Saint-Georges qui aurait pu lui avancer sans sourciller le million de maravédis castillans nécessaire à son expédition, puis, le continent trouvé, le marin génois élevé au fait de la gloire et de la puissance, se faisant appeler le très magnifique Seigneur, ne songe pas davantage à rendre visite à Gênes, la cité où résidait sa famille, pour que ses compatriotes s'écrivent « Voilà Cristoforo, le fils de Tisserand Cabaretier, qui gardait jadis la porte d'El Olivella. Ni lui ni ses frères, l'Adelando Don Bartolomé ou le pâle et délaissé Giacomo Diego, rejeté dans l'ombre de ses 2 puissants frères, incapables de tirer de cette loterie historique le moindre siège épiscopal pour satisfaire ses ambitions ecclésiastiques. Qui sont donc ces Génois qui, à peine arrivés en Espagne, laissent tomber leur Colombo, deviennent colons et tournent pour de bon le dos à leur Gênes natale, prétendant l'oublier jusqu'au moment où leur corps connaissant le repos éternel, des papiers poussiéreux surgissent de leurs sépulcres, des bibliothèques et des archives notariales et veulent les ramener à leur métier et à leur taverne. Qui est ce Génois qui, parti sur la mer de très bonne heure, au lieu de servir sous le drapeau de Gênes, se bat contre sa patrie à Saint-Vincent et offre la plus belle gloire de la mer au roi et à la reine de Castille? C'est très intéressant, ces questions. Là, vous voyez que c'est un agent. En réalité, c'est un agent. Et il sert ni sa patrie d'origine, ni sa patrie d'adoption, il sert un autre plan. Et il utilise tout ce qui est sur son passage, toutes les forces, en puissance qu'il croise, qu'il arrive à convaincre, il les utilise pour son dessein. Donc la façon de le présenter plus clairement, c'est qu'il mutualise les énergies et pour privatiser le gain qu'il fera de tous ces gens-là. Et évidemment... personne ne sait que le gain il sera privatisé pour lui et sa spiritualité et grâce à ses capacités occultes de savoir où il va avant les autres, de savoir où il va sans que les autres se posent la question ou en aient à même pas l'idée en fait, tout simplement. N'en est pas l'idée. Donc c'est quelque chose qui dépasse l'humain, c'est transcendant. Et l'humain, s'il est naïf, et c'est ce qui s'est passé sur tous les gens qui l'ont croisé, fausse naïveté peut-être, mais naïveté quand même, ils l'ont aidé tous. Il a réussi à gravir tous les échelons avec l'aide de tous les gens qu'il a croisés, les puissants, les dirigeants, les navigateurs et les cartes qu'il a récupérées, etc., les banquiers. Et il a marché sur le dos de tout le monde, parce que sans les gens, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et ceux qui ont hérité de lui et de ses découvertes, ils sont exactement à l'identique. Un fait est certain, ce Génois s'exprimait en langue castillane, avec la précipitation que sa nature impatiente, passionnée et emportée semble susciter chez ses critiques. Il en est qui affirment que Colomb ne savait pas l'italien. Certes, pas un mot ne reste de sa main, pourtant si fécond dans l'écrit, qui puisse être considéré comme de l'italien, puisque la seule et unique note citée parfois à cet égard n'est qu'un comique galimatias
ragoût d'italien, castillan et portugais, où les mots italiens ne sont même pas en majorité. Ce texte étrange, 57 mots en tout, est si extraordinaire que s'il n'est pas apocryphe, il ne peut s'expliquer que comme le fruit d'un instant passager d'aberration mentale. Il s'agit de la 23e note inscrite en marge de son exemplaire de l'Histoire naturelle de Pline. C'est un livre qu'il avait pris avec lui pendant ses traversées, et il notait en marge, il lisait le livre, et puis il notait en marge des commentaires. Et donc il avait écrit ce... Voilà, c'est comme ça qu'on sait comment il s'exprimait. Encore une énigme, ce livre est une traduction italienne, fait oublier par ceux qui affirment que Colomb ne savait pas l'italien, et cependant, à l'exception de l'avant-dernière, qui est écrite en ce jargon absurde, et les dernières, simple inscription, et la dernière, simple inscription dévote en latin, toutes les notes inscrites en marge de ce livre italien par son lecteur italien sont en castillan. C'est vraiment très étrange, ce personnage est énigmatique si on s'arrête à ça, on ne sait pas d'où il vient, où il veut aller. Comment expliquer ils sont plusieurs dans son esprit? On ne sait pas, on ne comprend pas. Si les lettres de Colomb à la banque de Saint-Georges et à Niccolò Oderigo, ambassadeur de Gênes en Castille, sont authentiques, elles présentent la même énigme sous une forme nouvelle. Ce Génois, écrivant à des Génois, écrit en castillan. Sans doute était-il un grand personnage à la cour de Castille et se considère-t-il comme un sujet castillan. Toutefois, il aurait semblé naturel qu'au moment où il écrivait à la grande banque de Gênes une lettre où il déclarait que son cœur était là-bas, continuellement, il exprima ce sentiment dans la langue du pays où était son cœur. Il écrit en castillan et des italiens, si vous voulez. Normal. Et ce que j'aime bien aussi, il exprima ses sentiments où il déclarait que son cœur était là-bas continuellement. Alors qu'il avait fait la guerre contre Gênes, il a jamais laissé un mot, il a dit Gênes, j'aime cette ville, il n'a jamais dit qu'il était né là-bas, il a jamais mis un mot doux, et puis là quand même, quand il demande de l'oseille, parce que c'est à la banque Saint-Vincent, et il exprima ses sentiments, et donc son cœur était là-bas continuellement. Il n'a pas dit je l'aime, il a dit mon cœur est là-bas. Il peut même pas le dire j'aime, c'est tellement un traître. Vous voyez, ça s'appelle du pile-poule et de la tchouspa mélangé. C'est un mix de ça, il a aucune gêne. Bon, en plus c'était à l'époque, hein, pour vous dire, mais c'était pas en live, il y aurait eu de retour tout de suite là. À l'époque il fallait écrire, il fallait envoyer la missive, elle prenait un certain temps, elle revenait, et donc vous pouviez enfumer des gens. Mais là, le mec il avait pas de limite en fait. Et il écrivait même pas dans la langue de son pays. Je sais pas, entre trois Français vous vous retrouvez aux antipodes. Vous êtes trois Français, vous échangez un courrier. Vous allez vous parler dans la langue du pays? Alors que le gars, il était, en plus, même pas, parce que le gars, les Italiens, ils étaient en Italie, il y avait un Gênes, quoi. Et lui, il était en Espagne. Et non, il écrit quand même en castillan à deux Italiens, alors que lui-même est censé être italien. La correspondance entre Colomb et le père Giorico, son homme de confiance, est aussi rédigée en langue castillane et dans les deux sens, car le père Giorico répond aussi en castillan. Or, ce moine était italien, et par conséquent, le fait qu'il écrivit à Colomb en espagnol prouve que cette langue était à toute fin utile la langue de Colomb. Enfin, et c'est en espagnol que Colomb écrivait à son fils Diego et à son frère Bartholomé, qui n'était pas moins génois que lui. Voilà, c'est très étrange. Le mec, il parlait pas italien, il parlait qu'espagnol. Il parlait très mal italien, il parlait qu'espagnol, en fait. Quand vous parlez à votre fils, à votre frère, à une langue, vous parlez votre langue naturelle, votre langue de base, celle dans laquelle vous avez grandi, en fait. C'est tout. Et là, on voit vraiment que le mec, c'était un agent. C'était vraiment un agent, infiltré. La plupart des écrivains qui acceptent le Colomb tisserand génois des papiers de Gênes se contentent d'un commentaire embarrassé. Quelques-uns se hasardent à suggérer vaguement que Colomb peut avoir oublié sa langue natale en séjournant dans des pays étrangers et nous demandent d'accepter cette explication alors qu'ils soutiennent avec intransigeance la thèse d'un Cristoforo Colombo entraîné au métier et aux caves paternelles jusqu'à sa 23e année, comme si une langue parlée exclusivement jusqu'à 23 ans pouvait s'effacer en 10 ans de la mémoire et de l'habitude. Vous voyez, c'est les hypocrites qui ne veulent pas voir le mensonge en face. Le premier que Colomb parlait écrivait en castillan avant d'arriver en Castille. Et même avant d'arriver en Castille, il se servait du castillan comme de la seule langue moderne pour exprimer ses pensées, même à son usage personnel. La preuve en est fournie par une note de sa main inscrite en marge d'un livre qu'il a littéralement couvert de ses notes. Dans cette note, Colomb se livre à un calcul de l'âge du monde selon... Je vais essayer d'être précis là. Se livre à un calcul de l'âge du monde selon les Juifs, et à cette fin, il additionne les âges des patriarches successifs depuis Adam, puis d'autres périodes de l'histoire juive jusqu'au moment présent, qui est l'année 1481 de notre Seigneur, date qu'il répète en récapitulant pour conclure que depuis le commencement du monde jusqu'en 1481, cela fait 5241 ans. Quelle que soit notre opinion sur les vues de Colomb au sujet de l'âge du monde, cette note révèle qu'il écrivait ses notes personnelles en castillan 3 ans avant son arrivée en Castille, fait qu'il est impossible d'ignorer ou de passer sous silence. Il parlait déjà castillan alors qu'il n'était même pas arrivé au pays. Donc là, on a la preuve que ce mec-là,
s'il est génois, c'était pas sa langue naturelle, c'était pas sa langue maternelle, et qu'il a appris le castillan quelque part. Je poursuis, la conclusion qui semblerait s'imposer serait que Colomb avait appris son latin en Espagne. C'est bien entendu celle qu'adoptent d'emblée tous les auteurs qui se refusent à admettre la thèse génoise. Et nous aurions mauvaise grâce de les en blâmer tant que nous n'aurons pas expliqué comment un Cristoforo Colombo, né à Gênes et élevé à Gênes et à Savone comme tisserand, pour n'en sortir qu'à 23 ans, n'écrit jamais en italien, même à les Italiens, utilise l'espagnol même pour rédiger des notes personnelles, et fait en latin des fautes spécifiquement espagnoles. C'est génial. Résumons les données du problème. Cristoforo Colombo était un jeune autodidacte de Gênes, ouvrier quart d'heure devenu marin qui, 1. lisait l'italien, mais ne l'écrivait pas, parlait et écrivait l'espagnol pour son usage personnel avant d'arriver en Espagne. 3. Savait le latin comme le saurait un espagnol, quoiqu'il l'eût appris avant d'arriver au Portugal. Ces prémices ne comportent qu'une seule conclusion. Cristoforo Colombo était un Génois dont l'italien n'était pas présentable et dont la langue de culture était l'espagnol. Or, il n'y a qu'une manière raisonnable d'expliquer cet ensemble de faits. Les Colombos étaient des juifs espagnols établis à Gênes, qui, suivant les traditions de leur peuple, étaient restés fidèles à la langue de leur pays d'origine. Le marin Colombo démasqué. Voilà. Je ne vais pas poursuivre ensuite la suite de l'ouvrage, parce que ça va devenir indigeste, et après ça part vraiment loin. Il y a beaucoup d'infos, et le but c'est quand même que vous le lisiez, donc... En tout cas, cet auteur est formidable, il fait un vrai travail d'enquête. Donc ce que je vous ai fait là, j'ai vraiment survolé parce que il y en aurait pour... j'ai vraiment, c'est des moments choisis. Il y a plein de trucs que j'ai pas notés, qu'il faudra lire pour comprendre, parce qu'il donne vraiment les détails. Hein. Il précise vraiment tout ce qu'il faisait à Gênes, tout ce qu'il faisait ensuite en Espagne, comment il est arrivé dans les différents ports d'Espagne, les commerces qu'il a fait, sa carrière de pirate, hein, comment il a récupéré toutes les cartes, etc. Et ensuite, ça c'est le début. Et ensuite, voilà comment il arrive à convaincre le roi, la reine, ses différentes missions... ce qui lui arrive avec les colonies, les premières colonies, ses commerces, etc. Le fait qu'il devient, quasiment, et c'est devenu quasiment le propriétaire aussi de la Jamaïque. Bref, ça c'est dans cet ouvrage-là, et c'est aussi dans Pirates Juifs des Caraïbes, parce qu'il y a un passage important sur Christophe Colomb aussi. Donc, ce livre-là, Christophe Colomb, donc tout simplement comme il s'intitule, et Pirates Juifs des Caraïbes, pour moi, ils font la jonction, ils sont complémentaires. Et ils sont très intéressants. Chose importante que j'ai complètement oublié, c'est la table des matières. Savoir de quoi il en retourne dans cet ouvrage, ça donne quand même une idée des sujets abordés, donc je vais le faire. Donc nous, ce qu'on a regardé là, c'était donc le prologue, et la première partie jusqu'au chapitre 5, la clé du mystère, qui s'est terminé juste avant celui-ci. Et donc tout le reste, on ne l'a pas abordé, donc vous voyez Colombo contre Colomb, tous les noms possibles, il y a l'origine de son nom, l'évolution de son nom, tout est détaillé là-dessus. Ensuite, vous avez Cristóvão Colombo, étudiant au Portugal, l'épreuve de l'eau et du feu, l'appel de la mer occidentale, leçon et de rêve. Vous avez donc Don Quichotte, Colomb échoue au Portugal, puisqu'il a essayé au Portugal et ça n'a pas marché. C'est en Espagne qu'il a réussi à trouver ensuite. Troisième partie, Cristobal Colombo, aventurier de Castille. Juif, chrétien et conversos, duc et moine. Le saint et le héros, Colomb le poète, trahi, Colomb le chevalier. Augusto per Augusta. Quatrième partie, le très magnifique seigneur Don Cristobal Colón vers l'ouest, la découverte de Cipango, c'est le Japon. Colomb rapporte la nouvelle, la gloire, cinquième partie, le grand amiral de la flotte océane. Le deuxième voyage de l'amiral, amiral contre vice-roi. On arrive ensuite, chapitre, donc retour contrit en Espagne, nouvelle victoire de l'amiral, l'amiral et la mort à Cipango. L'amour et la mort à Cipango, la découverte du paradis terrestre et la première révolution américaine. On continue encore, la chute, mort et transfiguration, l'échec vice-roi, retour en Espagne dans les fers. Donc là c'est son emprisonnement. L'amiral se lance dans la prophétie et part pour son quatrième voyage. C'est là où le côté mystique rentre en compte, où il est abordé. La parole est à Colomb, adieu à la terre promise. Mort et transfiguration, voilà. C'était pour vous donner un échantillon des sujets abordés là-dedans. Voilà, c'est pour être très complet, parce que j'avais omis de le dire, donc je vous la rajoute en plus, en enregistrement séparé. Voilà. Vous allez voyager, vous allez apprendre beaucoup de choses qui ne sont pas mises sur le devant de la scène, qui ont été occultées volontairement pour beaucoup. Et vous allez revoir votre vision du monde de cette époque-là, et de notre monde actuel, sur les raisons d'être de ce monde actuel, vers quoi il s'oriente par rapport à ceux qui ont fomenté son changement de cap grâce à la découverte des Amériques via cet imposteur. Et le mot est faible, je me retiens. Donc il n'y a pas très longtemps, ils ont déboulonné une statue de Christophe Colomb, je ne sais plus dans quel pays.
j'ai envie de dire tant mieux, c'était le moment. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. La Colombie s'appelle par rapport à Christophe Colomb, il faudrait changer son nom. Un pays ne mérite pas de porter ce nom. C'est une insulte à la Colombie, sincèrement. Et puis il y a peut-être d'autres noms qui ont récupéré aussi leur appellation par rapport à Christophe Colomb. Mais bon, surtout qu'il s'appelle Christophe Colomb, c'était un marin. Je trouve ça formidable, Christoforo. Enfin, c'est un rapport avec le Christ, le Messie. Il l'attend sûrement pas, lui, le Messie. Par contre, il en attend un autre. On parle aussi de son côté kabbaliste, et j'en ai pas parlé. Et là, il parlait justement. Il calculait, il avait pris avec lui des gens qui maîtrisaient la Torah, et lui était versé dans la Kabbale, dans l'ésotérisme, dans la gématria juive. Et ils avaient des calculs. Et ils en parlent. Après, j'en parle pas plus que ça, parce qu'ils en parlent dans le livre. Et il y a aussi en annexe d'autres ouvrages, d'autres articles, d'autres écrits qui en parlent. Après, il faut chercher, c'est pas forcément en français, mais pour le coup, là, il en parle encore de manière succincte, malheureusement. Mais bon, peut-être que les sources sont aussi limitées pour être précis, donc il préfère peut-être pas parler sans avoir de traces précises et tangibles. Donc il en parle, c'est déjà bien, le fait est là, il en parle. Donc voilà, sur ce personnage, l'un des personnages phares de notre histoire moderne, et même l'histoire humaine. Si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, je pense qu'il est toujours disponible en vente sur différentes boutiques. Amazon, c'est une certitude, je me le suis procuré par ce biais, mais vous pouvez le trouver à la FNAC et dans d'autres choses, évidemment si vous boycottez, ce qui est votre choix. Et puis vous pouvez le trouver sûrement dans toutes les librairies, parce que bon, il n'est pas blacklisté, et puis vous pouvez le commander, je pense. Mais sincèrement, au prix où il en est, ce serait dommage de s'en priver. Et donc voilà, donc merci pour votre audience, et n'hésitez pas donc à partager, liker, diffuser, et vous abonner aussi pour ce qui n'est pas encore fait. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.